Ils n'ont partagé qu'un tournage. Et pourtant, dans la mémoire du cinéma français, cette brève rencontre a laissé une empreinte indélébile. Deux âmes sensibles, deux blessures à vif, deux acteurs qui jouaient si juste qu'on ne savait plus où finissait la fiction. Trintignant, aujourd'hui marqué par les années et la perte, accepte enfin de parler. Pas pour raviver le passé, dit-il, mais pour comprendre ce qu'il n'a jamais su dire. Romy, je ne l'ai pas assez regardé, pas vraiment, confie-t-il dans un souffle, presque honteux de ce qu'il appelle désormais son erreur la plus humaine. À l'époque, il était déjà cet homme réservé, pudique, presque distant. Elle, au contraire, était le feu, la passion, l'instinct. Il admirait sa lumière, mais se protégeait d'elle. Sur le tournage de Le Train, leurs regards disaient plus que leurs répliques. Mais hors caméra, un mur invisible s'élevait, fait de pudeur et de peur. Et ce mur, il ne l'a jamais fait tomber. Aujourd'hui, dans une interview rare, il revient sur ce lien inachevé, cette complicité perdue qu'il n'a su nommer. Le mot qu'il utilise est simple, regret. Un regret qu'il porte depuis des décennies, caché derrière le calme apparent de ses rôles et la discrétion de sa vie. Car derrière le comédien admiré, il y avait un homme silencieux, et un silence qui en disait long. Pourquoi Jean-Louis Trintignant choisit-il maintenant de parler? Est-ce parce que le temps, enfin, a cessé de le protéger? Ou parce qu'à 77 ans, il a compris que certaines vérités ne guérissent que lorsqu'on les prononce? C'était en 1972. Le tournage du film Le Train venait de commencer à Bray-sur-Seine, une petite gare transformée en décor de guerre. Jean-Louis Trintignant, alors auréolé du succès d'un homme et une femme, se préparait à donner la réplique à Romy Schneider, déjà mythique depuis Sissi et la piscine. Deux univers, deux manières d'exister à l'écran, et pourtant une attente partagée, celle de la vérité. Le premier jour, il l'a vue arriver, manteau serré, cigarette à la main, le regard fiévreux. Elle ne jouait pas encore, mais déjà, tout en elle semblait prête à brûler. « Bonjour, je suis Romy », lui a-t-elle dit simplement. Il a répondu un peu trop bas, comme s'il voulait éviter d'être entendu. « Je sais, tout le monde sait ». Romy, à ce moment-là, cherchait autre chose que la gloire. Elle voulait la profondeur, le calme, la reconnaissance pour sa fragilité assumée. Trintignant, lui, était tout l'inverse. Un homme de retenue, d'intériorité. Un acteur qui doutait de tout, sauf de la sincérité. Et c'est justement cette pudeur qui l'a fasciné. Sur le plateau, elle le provoquait. « Tu joues trop avec ta tête, Jean-Louis. Laisse ton cœur faire un peu de bruit. » Il souriait sans répondre. Mais plus tard, dans sa loge, il notait ses mots dans un carnet qu'il ne montrait à personne. Elle a raison. Elle joue la vie. Moi, je la cache. Entre les prises, il parlait peu. Pourtant, chaque silence semblait chargé. Les techniciens, eux, disaient qu'on pouvait sentir une tension étrange entre eux, ni amoureuse ni amicale, quelque chose de plus subtil. Dans une scène tournée de nuit, le réalisateur Pierre Granier-Defer demanda une répétition supplémentaire. Romy posa sa main sur celle de Jean-Louis. Une seconde à peine, mais lui s'en souviendra toute sa vie. Elle avait une chaleur dans les gestes. Une façon de dire « je suis là sans mots », confiera-t-il bien plus tard. Leur complicité n'avait rien d'évident. Il y avait entre eux la barrière de deux solitudes. Elle venait de vivre une rupture douloureuse avec Harry Meyen. Ils se remettaient difficilement d'un amour perdu. Leurs blessures se frôlaient, mais ne s'embrassaient jamais. Ils partageaient le même besoin d'authenticité, mais pas la même façon de se sauver. Un soir, après une journée épuisante, Romy lui lança « Tu sais, Jean-Louis, on ne rejoue pas la vie, on la traverse. » Il ne répondit pas, mais dans son regard, elle lut déjà la phrase qu'il n'oserait jamais dire. « Je t'admire, et c'est justement pour ça que je me tais. » Cette rencontre, brève et dense, allait marquer pour toujours l'imaginaire du cinéma français. Deux acteurs au sommet de leur art, deux âmes trop lucides pour se perdre l'une dans l'autre. Et pourtant, entre eux, il y avait quelque chose d'inachevé, une tension douce, presque sacrée. Des années plus tard, Trintignant confiera « Je crois que c'est la seule partenaire que j'ai aimée sans m'en rendre compte. » Mais à ce moment-là, sur ce plateau de gare, il ne le savait pas encore. Il ne savait pas que cette rencontre, à la fois banale et bouleversante, deviendrait pour lui le souvenir le plus tenace de toute une vie. Après Le Train, Romy Schneider et Jean-Louis Trintignant reprennent chacun leur route. Le film est un succès critique, salué pour sa sobriété, son intensité, cette émotion contenue qu'ils semblaient respirer ensemble. Le public y voit une histoire d'amour impossible, eux, un fragment de vérité
qu'ils ne rejoueront jamais. Trintignant, en 1973, tourne Ma nuit chez Maud, Le Conformiste, puis Vivement dimanche, avec Godard, Bertolucci, Chabrol, les maîtres du cinéma d'auteur. Il devient le symbole d'une France intellectuelle, mélancolique, ce visage d'homme qui cache tout derrière le silence. Romy, elle, s'impose comme une comédienne totale, César et Rosalie. L'important c'est d'aimer, une histoire simple. Elle abandonne la douceur de Sissi pour la vérité nue d'une femme moderne. Sa voix devient rauque, son regard plus grave. Elle ne joue plus, elle se donne. Et pourtant, dans ce triomphe parallèle, un fil invisible continue de les relier. Lors d'une projection de César et Rosalie, Trintignant est aperçu au fond de la salle, seul, sans journaliste. À la sortie, un journaliste lui demande « Vous aimez Romy Schneider ?» Il répond calmement « Oui, mais je ne la connais pas. » Puis il s'éloigne, presque gêné d'avoir dit trop vrai. Les deux acteurs avancent, chacun entouré d'admiration, mais cerné par ses démons. Romy affronte la presse, les amours brisés, l'instabilité affective. Trintignant, lui, fuit les mondanités, refuse les dîners, évite les interviews. Deux destins parallèles, deux façons opposées de se défendre contre la lumière. Lui en s'effaçant, elle en brûlant. Dans les studios, leurs noms se croisent souvent dans les conversations. Ils devraient rejouer ensemble, disent les producteurs. Mais lui décline, poliment. Trop de pudeur, trop de peur d'ouvrir une porte fermée. Romy, de son côté, évoque parfois Trintignant avec un mélange d'admiration et de nostalgie. Jean-Louis, c'est un acteur rare, mais il ne se laisse jamais approcher. On a l'impression qu'il a peur d'aimer. Cette phrase, il la lira dans un article. Elle le touchera profondément, sans qu'il ne cherche à la contredire. Les années passent, et le cinéma français les consacre définitivement. Elle reçoit le César de la meilleure actrice. Lui, le respect unanime d'une génération de réalisateurs. Ils incarnent, chacun à leur manière, la même chose, l'élégance tragique. Mais derrière les récompenses, la fatigue s'installe. Les rôles deviennent des refuges. Romy dira un jour, le public croit qu'on vit 1000 vies. En vérité, on en survit à peine une. À cette époque, il ne se voit plus. Pourtant, chaque fois qu'il lit son nom dans la presse, Trintignant garde le silence, comme un réflexe. Lorsqu'elle tourne L'important c'est d'aimer, il confiera à un ami. Elle a trouvé ce que je cherchais sans le dire, l'abandon. Et son regard, à ce moment-là, trahissait plus qu'une admiration, une forme d'envie. Les années de gloire furent aussi les années du manque. Leur succès les avait isolés, chacun enfermé dans un rôle devenu trop grand pour être quitté. Romy voulait être comprise, Jean-Louis voulait disparaître. Et au milieu de cette contradiction, il y avait encore ce souvenir. Le regard d'une femme dans une gare de campagne et la phrase qu'il n'avait jamais dite. Romy Schneider, au milieu des années 70, n'était plus seulement une star. Elle était devenue une icône. Et comme toutes les icônes, elle portait sa lumière comme une armure et son désespoir comme une ombre. Les tournages s'enchaînaient, les récompenses aussi. Mais ces nuits étaient remplies d'angoisse, de doute, de solitude. « J'ai peur du silence », confiait-elle un jour à un journaliste allemand. Et ce silence, Jean-Louis Trintignant le connaissait bien. C'était aussi le sien. Lui, à la même époque, s'était éloigné du tumulte médiatique. Il tournait moins, vivait retiré dans le Vaucluse, avec sa discrétion habituelle. Les interviews se faisaient rares, les apparitions publiques presque inexistantes. On disait de lui qu'il était distant, austère, difficile à saisir. Mais ceux qui le connaissaient savaient, derrière cette réserve, il y avait un homme blessé, usé par la douleur et la peur d'aimer encore. Quand on lui reparlait de Romy, il baissait la tête. « Elle est plus forte que moi », disait-il simplement. Mais à l'intérieur, il savait. Elle souffrait autant que lui, peut-être plus. Leur silence se répondait à distance. En 1977, elle perd son ex-mari, Harry Meyen, retrouvé pendu dans son appartement. Un drame qui la dévaste. Trintignant apprend la nouvelle dans un café en lisant le journal. Il reste figé, longtemps. J'ai senti une douleur que je ne pouvais pas expliquer, confiera-t-il plus tard. Mais il ne l'appelle pas. Par pudeur, par peur de déranger. Et ce silence-là, il ne se le pardonnera jamais. Les fissures, c'était ça, tout ce qu'ils n'ont pas dit. Lui, prisonnier de sa retenue. Elle, prisonnière de son besoin d'amour. Ils se cherchaient dans le vide, comme deux échos perdus. Lors d'un festival à Cannes, en 1968, ils se croisent brièvement, quelques secondes seulement. Elle s'approche, sourit, tente un mot. Jean-Louis, il répond à peine, gêné, trop surpris. Leurs regards se croisent, mais rien ne se passe.
Et pourtant, ce soir-là, il en parlera pendant des années. J'ai revu dans ses yeux la même douleur que sur le plateau du train. Elle voulait dire quelque chose, mais j'ai fui. Comme toujours, ce soir-là, les fissures deviennent des fractures. Romy s'enfonce dans une spirale de fragilité, de médicaments, d'excès. Lui, dans un retrait encore plus profond. Deux solitudes parallèles, deux murs qui se dressent. Et dans le silence, le souvenir continue de grandir. Un amour qui n'a jamais existé, mais qui continue de vivre. Vers la fin des années 70, un journaliste lui demande « Vous avez des regrets ?» Il répond après un long silence « Oui, mais pas ceux qu'on croit. » Et derrière ce sourire discret, il y avait ce nom qu'il ne prononçait plus, Romy. Le début des années 80 marque la bascule. Pour Romy Schneider, tout s'assombrit. Son fils David, son trésor, son refuge, meurt tragiquement à 14 ans, empalé sur une grille en tentant d'entrer dans la maison de ses grands-parents. Ce drame, la France entière le découvre avec stupeur. Elle s'effondre, littéralement. Le monde du cinéma parle d'elle au passé avant même qu'elle ne disparaisse. Mais Jean-Louis, lui, reste silencieux. Comme toujours, quand on lui demande, des années plus tard, où il était ce jour-là, il répond simplement « J'étais quelque part entre le chagrin et la lâcheté. Je n'ai pas su lui écrire. » Romy s'enferme. Les tournages deviennent un moyen de survivre, pas de vivre. Elle tourne La Passante du Sans Souci, son dernier film. On y sent tout, la douleur, la fatigue, la fin proche. Sur le plateau, elle dit souvent à ses partenaires « Ne me regardez pas trop longtemps. Vous verriez que je suis déjà partie. » Les techniciens baissent les yeux. Ils savent. Personne n'ose prononcer le mot. Trintignant, de son côté, traverse lui aussi un vide. Sa vie familiale se délite, son couple s'éloigne. Le cinéma ne l'amuse plus. Il s'intéresse davantage à la course automobile, au chant, aux lectures, mais il sent grandir une angoisse sourde, celle de la disparition. Il dit à un ami « Je n'ai jamais été aussi entouré, et pourtant je n'ai jamais été aussi seul. » Les journaux continuent d'écrire sur lui, sur ses choix de rôle, sur sa distance poétique, mais personne ne voit ce que cache cette distance. Un vide immense. Le 29 mai 1982, Romy Schneider meurt à Paris. 43 ans. On parle d'une crise cardiaque, d'un mélange d'alcool et de somnifères. Certains disent qu'elle s'est laissée partir. Jean-Louis apprend la nouvelle par téléphone. Il ne dit rien, pas un mot. Mais ceux qui l'ont vu ce jour-là racontent qu'il a cessé de parler pendant des heures. Juste cette phrase, plus tard, dite comme à lui-même. Elle méritait la paix. Je ne lui ai donné que le silence. Ce fut sa rupture définitive avec le passé. Le monde perdait Romy. Lui perdait un miroir. Les jours suivants, il refuse les interviews, les hommages, les plateaux télé. Il s'enferme dans son mas de lousesse, coupe le téléphone, lit Rilke, écoute le vent. Il dira plus tard « J'ai compris ce jour-là que certains regrets deviennent une forme d'amour. » Le drame de Romy devient son drame intérieur. Non pas un chagrin amoureux, mais une conscience aiguë de tout ce qu'il n'a pas su dire, de tout ce qu'il a retenu. Et ce silence, désormais, devient une compagne. Une ombre fidèle, discrète, mais toujours là. À partir de là, plus rien ne sera pareil. Ni ses rôles, ni sa voix, ni sa façon de regarder le monde. Comme si la disparition de Romy avait achevé en lui quelque chose d'irréversible. La possibilité de se protéger du réel. Le silence, une fois encore, l'a sauvé. Mais cette fois-ci, il l'a sauvé de lui-même. Les années 1980 s'ouvrent sur un Jean-Louis Trintignant différent. Plus discret encore, plus intérieur, presque effacé. Il continue de tourner, oui, mais comme par fidélité au métier, pas par désir. Dans Trois couleurs, Rouge de Kieslowski, il incarne un juge reclus, blessé par la vie, observant celle des autres sans y participer. Ce rôle, il le reconnaîtra. Ce juge, c'était moi, un homme qui regarde vivre parce qu'il n'ose plus. Ses proches disent qu'à partir de là, il ne parlait presque plus de Romy, mais qu'il la portait dans chacun de ses gestes. Il refusait les interviews sur elle, mais son silence en disait long. Quand un journaliste évoquait le train, il détournait le regard, comme s'il voulait protéger ce souvenir du vacarme du monde. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi, pas par honte, par respect. Pendant ce temps, le cinéma change, les modes passent. Trintignant s'en moque. Il choisit ses films selon une seule règle, ne pas tricher. Son jeu devient encore plus nu, presque spectral. Dans les années 1990, il confie « Je crois que j'ai appris à vivre sans chercher le bonheur. On apprend à faire la paix avec l'inachevé. » Dans son mas du Sud, il mène une vie simple, peu de visites, beaucoup de silence. Il lit des poètes, écoute Bach, cultive son jardin. À ceux qui le rencontrent, il paraît apaisé. Mais derrière la paix, il y a toujours cette mélancolie tranquille, celle des survivants. Ses amis racontent qu'il gardait sur son bureau une photo de tournage de Le Train.
Deux silhouettes côte à côte sur un quai désert. Aucune légende, juste l'image, jaunie d'un moment suspendu. Dans les années 2000, quand la presse célèbre sa carrière, il refuse les cérémonies, les honneurs. « Je ne veux pas qu'on me remercie d'avoir vieilli », plaisante-t-il. Mais ceux qui l'écoutent savent, ce n'est pas de l'humour. C'est une façon pudique de dire qu'il n'attend plus rien. Puis vient Amour, en 2012, le film d'Haneke, chef-d'œuvre du silence et du dépouillement. Trintignant y incarnait un vieil homme confronté à la mort de celle qu'il aime. Les spectateurs pleurent. Lui, en sortant du tournage, dira doucement « J'ai tourné ce film pour dire adieu, pas seulement à une femme, à une époque aussi ». Certains critiques y voient un hommage implicite à Romy Schneider, une lettre filmée, 40 ans plus tard. Quand on lui pose la question, il sourit. « Vous croyez ? Peut-être. Ce film parle d'un amour qu'on ne guérit jamais. Alors oui, peut-être. » Après Amour, il apparaît encore sur scène, récitant des poèmes d'Aragon, de Prévert, de Vien. Sa voix tremble parfois, mais son regard reste clair. Un soir, après une représentation à Avignon, une spectatrice lui demande « Monsieur Trintignant, vous croyez encore à l'amour ?» Il répond, presque en murmurant « Oui, mais je crois surtout au regret. C'est ce qu'il reste quand l'amour a fait son œuvre. » Cette phrase résume tout. L'après-tempête, pour lui, n'était pas une guérison. C'était une cohabitation avec le passé. Avec Romy, avec la douleur, avec le silence. Il ne parlait plus d'elle, mais il vivait encore avec son absence. Et dans cette absence, il avait trouvé, enfin, une forme de paix. C'est un matin d'hiver. Jean-Louis Trintignant a 77 ans. Il donne une interview rare dans un petit hôtel parisien à un journaliste qu'il connaît depuis des décennies. Il a accepté à une seule condition, qu'on parle du temps, pas du cinéma. Mais au détour d'une phrase, le journaliste évoque le train, presque par hasard. Et là, contre toute attente, il s'arrête. Son regard s'assombrit. Un long silence. Puis, dans un souffle, « Romy, je ne lui ai jamais dit ce qu'elle méritait d'entendre. » La pièce se fige. Le journaliste hésite. Trintignant reprend. « Vous savez, parfois, on croise quelqu'un qui vous comprend trop tôt. Et c'est ça, le danger. Elle m'a vu comme j'étais vraiment. Et moi, j'ai eu peur. » C'est la première fois qu'il parle d'elle ainsi. Sans détour, sans prudence. Il explique qu'il n'a jamais vécu d'histoire avec Romy, mais qu'elle l'a accompagnée toute sa vie. Elle m'a appris la vérité du jeu, la vérité du regard, ce qu'on ne peut pas tricher. Et j'ai gâché ça. Par orgueil, par timidité, je ne sais pas. Il s'interrompt, boit une gorgée d'eau, puis ajoute plus bas « Je crois que c'est la seule femme que je n'ai pas su consoler. Et c'est peut-être celle qui en avait le plus besoin. » Ces mots, il les dit lentement, avec cette gravité douce qui lui est propre. Rien d'emphatique, rien d'acteur. Juste la vérité nue, posée sur la table. Le journaliste, bouleversé, ne sait que répondre. Il lui demande timidement s'il a souvent pensé à elle. Trintignant sourit, un sourire fatigué, presque tendre. Souvent ? Non, toujours. Pas comme un amour, comme un témoin. On a chacun besoin d'un témoin de soi. Elle fut le mien, et moi je ne fus pas le sien. Le silence qui suit est plus fort que n'importe quelle confession. Trintignant regarde la fenêtre. La pluie tombe doucement sur Paris. Vous savez, j'ai passé ma vie à jouer le silence. Mais il y a un silence que je n'ai jamais supporté, celui entre nous. Puis il conclut, la voix à peine audible. Ce que je regrette, ce n'est pas de ne pas l'avoir aimée, c'est de ne pas lui avoir dit qu'elle méritait d'être aimée. Ces mots, il ne les répétera jamais plus. L'interview ne sera pas reprise par la presse grand public. Trop intime, trop fragile. Mais ceux qui l'ont entendu ce jour-là ont su. Trintignant venait de briser un silence de 40 ans. À 77 ans, il n'avait plus rien à prouver, plus rien à cacher. Seulement ce besoin humain, presque enfantin, de dire enfin ce qu'on n'a pas su dire quand il était encore temps. Ce jour-là, Jean-Louis Trintignant n'était plus l'acteur. Il était l'homme, et l'homme, pour la première fois, parlait. Dans ces dernières années, Trintignant n'a plus cherché à expliquer. Il vivait dans la lumière douce du Sud, entouré d'oliviers et de silence. Il disait que la vieillesse n'était pas une défaite, mais une forme d'acceptation. « J'ai appris à aimer le vide », confiait-il. Et dans ce vide, il y avait Romy, toujours. Pas comme une douleur, mais comme une présence discrète. Un murmure derrière chaque instant de calme. On dit qu'il relisait souvent Rilke. Il aimait cette phrase. L'amour, c'est deux solitudes qui se protègent, se touchent et se saluent. C'était peut-être cela, leur histoire. Deux solitudes, trop lucides pour s'aimer, mais assez sincères pour ne jamais s'oublier. Ses proches racontent qu'il parlait parfois d'elle le soir, d'une voix lointaine. Tu sais, elle riait avec les yeux. C'était sa manière à elle de dire qu'elle allait bien, même quand ce n'était pas vrai. Puis il se taisait longtemps. Le silence, encore une fois, devenait le seul langage possible.
Quand il monte une dernière fois sur scène, à plus de 80 ans, pour lire des poèmes, sa voix tremble. Mais dans cette fragilité, il y a une beauté rare, celle de l'homme qui ne craint plus de montrer ses fissures. Entre deux vers, il glisse ces mots. On ne guérit pas de ce qu'on aime. On apprend à vivre avec. La salle se tait. Personne n'applaudit tout de suite. Parce que tous sentent qu'il ne récite pas, il se confie. Et puis, le rideau tombe. Jean-Louis Trintignant s'éteint doucement comme il a vécu. Dans la retenue, la pudeur, la vérité. Aucun grand discours, aucune mise en scène, juste un dernier souffle, calme, presque reconnaissant. Dans la maison du Sud, sur la table, il reste une photo, en noir et blanc. Romy et lui, sur le quai du train, regardant dans la même direction. Le temps, lui, ne dit plus rien. Et pourtant, on a l'impression que quelque chose demeure. Un fil invisible, tendu entre deux âmes qui ne se sont jamais rejointes, mais qui, dans la mémoire du cinéma, ne se sépareront plus jamais.